Chers frères et sœurs en Christ, nous voulons aujourd'hui parler d'un sujet brûlant dans le monde catholique, la succession du pape François. Comme vous l'avez peut-être entendu, l'état de santé de Bergoglio est très précaire et, pour cette raison, le Saint-Siège réfléchit déjà à l'ère post-François. Mais au-delà des noms, ce qui est réellement en jeu, c'est l'avenir de l'Église. L'Église suivra-t-elle la ligne réformiste promue ces dernières années, ou allons-nous revenir à une position plus traditionnelle? Nous analyserons ici les papabili, ceux qui pourraient être élus papes, et discuterons de la possible continuité des réformes ou des changements qui pourraient survenir. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous vous dévoilerons des détails qui vous intéresseront vraiment, et avant de continuer, nous vous rappelons de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Merci beaucoup. Passons à autre chose. Maintenant, considérons d'abord une chose. Le pape n'est pas nommé par le Saint-Esprit. Ce dernier peut inspirer un candidat, mais, en fin de compte, ce sont les cardinaux qui décident de leur libre arbitre. Actuellement, le Collège des cardinaux compte 252 membres, dont 138 électeurs. Parmi eux, 86 ont été nommés par François, 38 par Benoît XVI et 14 par Jean-Paul II. Cela signifie que plus de 60% des électeurs ont été désignés durant le pontificat actuel, ce qui, en théorie, favoriserait la voie tracée par le pape François. Cependant, la réalité est plus complexe. Beaucoup de ces cardinaux viennent de jeunes églises d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, où les récentes réformes ont suscité à la fois soutien et inquiétude. Au sein du Collège des cardinaux, on peut distinguer 3 blocs principaux. Le premier bloc est celui des continuistes, favorables au maintien et à l'approfondissement des réformes de François, notamment sur le thème de la synodalité, du dialogue interreligieux et d'une plus grande ouverture pastorale. Parmi leurs représentants les plus connus figure le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, célèbre pour son rôle dans l'accord secret avec la Chine. Parolin est un diplomate habile et son élection garantirait une continuité sans bouleversement majeur. Un autre nom important est celui du cardinal Luis Tagle des Philippines, très proche du pape François et reconnu pour sa capacité à établir des liens avec les communautés catholiques en Asie. Tagle représente la vision d'une église qui embrasse les périphéries et maintient un engagement social fort. Se distingue également le cardinal Matteo Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne, dont le profil de dialogue et l'implication dans les initiatives internationales de paix font de lui une figure de grande importance. À leur côté, d'autres cardinaux émergent comme des continuistes aux possibilités concrètes, comme le portugais José Tolentino de Mendonça, connu pour son approche théologique progressiste, le français Jean-Marc Aveline, fortement engagé dans la pastorale des migrants, et le sud-africain Stephen Brislin, qui a exprimé son soutien à une plus grande inclusion pastorale. Mais tout n'est pas si simple pour ce bloc favorable à la doctrine réformiste initiée par le pape François. La mise en œuvre de réformes telles que la Fiducia Supplicans, qui permettait la bénédiction des couples homosexuels, et le débat sur le diaconat féminin ont suscité des résistances, notamment parmi les cardinaux africains. À l'autre extrême se trouve le bloc traditionnaliste, qui vise à inverser les réformes récentes et à restaurer une doctrine claire et une liturgie plus solennelle. Le cardinal Raymond Burke est le représentant le plus visible de ce courant, même si ses chances sont minces en raison de sa confrontation ouverte et dure avec le pape François. Un autre nom qui a du poids est celui du cardinal Robert Sarah, dont la profondeur spirituelle et la défense de la liturgie traditionnelle font de lui une option plus plausible. Sarah est vu favorablement par les cardinaux africains, un bloc croissant au sein du conclave. Il y a aussi le cardinal Willem Eyck des Pays-Bas, l'une des voix les plus critiques du chemin synodal allemand et de toute tentative de changer l'enseignement moral de l'Église. Entre ces deux extrêmes se trouve le bloc modéré, qui pourrait être décisif pour faire pencher la balance. Une figure centrale de ce groupe est le cardinal Péter Erdő de Hongrie. Erdő a démontré une remarquable capacité de médiation entre des positions contrastées, notamment lors du synode sur la famille. Son expérience de canoniste lui confère une autorité doctrinale qui inspire confiance dans de nombreux milieux ecclésiaux.
Un autre nom notable est celui du cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, qui possède une solide expérience du dialogue interreligieux. Son jeune âge et sa vision équilibrée entre tradition et ouverture font de lui une option intéressante. Il convient également de mentionner le cardinal Fridolin Ambongo, de la République démocratique du Congo. Initialement proche du pape François, Ambongo a adopté une position critique à l'égard de certaines réformes, notamment celles relatives à la bénédiction des couples homosexuels. Sa voix est très respectée parmi les cardinaux africains. Parmi ce groupe modéré figurent également le cardinal Malcolm Ranjit du Sri Lanka et le cardinal Carlos Aguiar Retes du Mexique. En outre, le cardinal uruguayen Daniel Sturla, l'un des premiers à s'être opposé à la bénédiction des couples homosexuels, a également été cité. Ces cardinaux ont maintenu une attitude prudente à l'égard des réformes en cours, sans perdre de vue la nécessité de préserver l'unité doctrinale. Au-delà de la dynamique interne, on ne peut cependant pas ignorer la question de la nationalité du futur pape. Le conclave sera-t-il disposé à élire à nouveau un pontife étranger, non lié à la curie vaticane? Le contexte international pourrait également jouer un rôle dans le scrutin. Certains éléments indiquent que l'administration de Barack Obama a eu au moins une certaine influence sur la démission de Benoît XVI. Or, avec la récente victoire de Donald Trump, expression d'une ligne politique opposée à celle d'Obama, une nouvelle interférence pourrait se produire. Ces dernières années, Trump a eu de forts désaccords avec le pape François, notamment sur les questions d'immigration, où le pontife a défendu une politique d'accueil, en contraste avec les mesures restrictives adoptées par le président des États-Unis. Mais il existe aussi des divergences sur des questions sociales, comme l'homosexualité ou l'agenda écologique contre la pollution. Le pontificat de Bergoglio a été plus proche de l'agenda 2030 de l'ONU, tandis que Trump s'en est éloigné. C'est pourquoi son influence ne favoriserait pas les candidats continuistes. Avec ce panorama, l'élection du prochain pape promet d'être l'une des plus importantes de l'histoire de l'Église. Y aura-t-il une continuité dans les réformes initiées par le pape François ou l'Église? Reviendra-t-elle à des positions plus traditionnelles? Si le bloc continuiste parvient à rester uni, des personnalités comme Parolin, Tagle ou Cupich pourraient avoir un avantage initial. Mais si les modérés parvenaient à se consolider en tant qu'alternative consensuelle, alors des candidats comme Erdo ou Pizzaballa pourraient gagner en importance. Et si le mécontentement face aux récentes réformes venait à exploser, on pourrait assister à la montée en puissance d'un candidat traditionnaliste, comme Sarah ou un autre au profil similaire. Souhaitant toujours longue vie au pape François, l'issue de cet éventuel prochain conclave déterminera non seulement le nom du nouveau pape, mais aussi la direction que prendra l'Église dans le futur. Le choix entre la continuité réformiste, la modération ou un retour à des positions plus traditionnelles aura un impact significatif sur la communauté catholique mondiale et son rôle dans le monde contemporain. À une époque de profonde transformation sociale, culturelle et géopolitique, le prochain pontife sera appelé à conduire l'Église avec sagesse, discernement et fermeté en affrontant les défis du présent sans perdre de vue sa mission spirituelle. Chers fidèles, nous vous avons présenté une thèse objective des principaux candidats à la papauté en analysant leurs positions, le contexte dans lequel ils s'insèrent et les dynamiques possibles qui pourraient influencer l'élection du prochain pontife. Et maintenant, nous voulons vous demander quel profil devrait avoir le prochain pape? Un pontife qui poursuit les réformes? Un chiffre modéré? Ou un pape traditionnaliste qui restaure les anciennes doctrines? Écrivez vos pensées dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce contenu, laissez un j'aime et partagez-le avec les personnes que vous aimez, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. À bientôt.